Nous allons commencer notre deuxième séance. Et nous allons commencer avec une intervention d'Arnaud Bicard, qui est maître de conférence en langue et littérature yiddish, et qui donc se spécialise dans l'histoire de cette langue, dans ses usages assez anciens parfois. Mais aussi, bien sûr, connaît bien la période par laquelle nous sommes concernés pendant cette journée dédiée à Moïfer. Donc merci d'être avec nous et plongeons-nous dans ce monde un peu disparu. Merci beaucoup. Je remercie le musée, je remercie les organisatrices du colloque auquel je suis ravi de participer. Mon exposé aujourd'hui a pour but de vous présenter la façon dont le livre de photographie de Moïver, qui s'intitule « Un ghetto à l'Est », dans son titre allemand, et « La rue juive à Vilnius » dans son titre yiddish. On aura l'occasion d'analyser ces différences de titres en fonction du public. La rue juive à Vilnius. Un ghetto à l'Est en allemand. Cette œuvre vient s'inscrire dans un contexte culturel qui est celui du judaïsme ashkénaze, qui partage ses productions culturelles dans plusieurs langues, mais essentiellement entre deux guerres en yiddish et en hébreu. Le yiddish étant bien sûr dominant en Europe de l'Est au quotidien. Moïver lui-même, qui pourtant culturellement était orienté vers l'hébreu, communiquait avec sa famille en yiddish et participait au mouvement de la jeunesse yiddishophone de son époque. Et mon exposé va essentiellement traiter du mythe de la ville de Vilnius, qui est exceptionnel dans le panorama de la culture ashkénaze depuis plusieurs siècles. On peut dire qu'il n'est pas d'autre ville d'Europe de l'Est qui ait gagné une telle aura, un tel attachement de la part non seulement de ses habitants, mais également de l'ensemble de la population ashkénaze de ce qu'on appelait à l'époque la zone de résidence en Russie. D'autres villes étaient importantes, parfois plus peuplées que Vilnius. On pense à Varsovie, on peut penser à Odessa, mais aucune n'a eu cette profondeur de signification que Vilnius a atteint. Et c'est dans ce cadre que j'aimerais lire les images de Moïver de Moshe Vorobeychik. Afin de commencer cet exposé, je souhaite vous proposer une lecture d'une chanson. Une chanson qui est restée dans l'imaginaire des Juifs de Vilnius, très, très importante pendant la guerre, mais elle a été composée en 1935, donc quelques années après la publication du livre de Moïver. Et cette chanson, je la présente parfois, lorsque je l'étudie avec mes étudiants, comme une forme de Yerushalayim Shel Zahav, mais version Vilnius. Et cette chanson nous dit « Vilna, ville d'esprit et d'innocence, Vilna, tout à ses méditations juives, où murmurent pleines de mystères des prières calmes dans la nuit. Vilna, source de traités rabbiniques, ville de rêves plongés dans ses pensées, où de pieuses générations se sont unies à Dieu et à l'esprit. Vilna, Vilna, notre Mecque, notre nostalgie, notre désir, ah, comme ton nom souvent me fait monter les larmes aux yeux. » Première
composante du mythe de Vilnius, celle de la sagesse rabbinique, la sagesse talmudique, qui reviendra en permanence et dans les textes littéraires et dans les représentations graphiques. Deuxième partie du mythe de Vilnius, et celle-ci est absente des représentations de Moïse Vorobieïchik, et cela fera partie du questionnement qui va m'accompagner tout au long de l'exposé. Pourquoi cette partie est absente? C'est la modernité juive dont Vilnius a été un fer de lance. Parce que si le Gaon de Vilnius a ancré la tradition juive dans ce qu'on a appelé à partir de ce moment-là la Jérusalem de Lituanie, d'autres mouvements comme le Bund, qui a été créé à Vilnius en 1897, il s'agit du grand parti socialiste des Juifs d'Europe de l'Est. Le sionisme aussi a été très lié à Vilnius. La venue de Herzl à Vilnius a été vue comme un symbole de la montée irrésistible du sionisme chez les Juifs d'Europe de l'Est. Et on peut aussi associer à Vilnius la sagesse moderne, celle qui est représentée par le YIVO, l'Institut scientifique juif. Toutes ces dimensions-là ont intégré le mythe de Vilnius, se sont greffés sur sa dimension religieuse. Et la chanson en témoigne. Je vois le bois de Zacret revêtu de son ombre, où de braves professeurs ont étanché notre soif de savoir. De nouveaux horizons se sont ouverts à notre esprit. C'est là que le Bund de Vilnius nous a transmis sa flamme. Vilnius a tissé le premier fil du drapeau de la liberté et a animé ses chers enfants d'un fier esprit. La deuxième composante donc du mythe de Vilnius, c'est cette composante moderne, avant-gardiste au niveau social, au niveau intellectuel, national aussi dans sa signification pour les personnes de langue yiddish. Et c'est sous cet angle que le directeur du YIVO, de cet institut scientifique juif qui a été fondé en 1925, installé en 1926 à Vilnius, critique et publie dans le plus grand journal yiddishophone de New York, le Vorwärts, une critique du livre de Moïver. Et cette critique, qui est très positive, qui défend de façon extrêmement engagée l'art, le talent de l'artiste, est aussi regrette que la deuxième partie du mythe de Vilnius soit totalement absente du livre que Moïver a publié. Voici ce qu'il dit. Mais oui, si Vorobieïchik avait l'intention de montrer ce qui est éternellement vivant dans la vie juive de Vilnius, il est passé à côté de beaucoup de choses qui auraient rendu plus évident le contraste entre les possibilités de vie et la volonté de vivre des masses juives. Où trouvera-t-on une leçon de gymnastique dans une nouvelle école juive? Où trouvera-t-on le match de deux équipes de foot juives et les visages des centaines de juifs adultes qui attendent le souffle court que leurs favoris inscrivent un goal dans le but de l'adversaire? Où trouvera-t-on une manifestation d'ouvriers juifs, un meeting politique de grande dimension, l'école technologique de l'Ort, une troupe de scouts juifs de l'organisation Dibin? Où est le YIVO? Un peu vexé de ne pas avoir été intégré à l'ouvrage, sans doute, alors qu'il collaborait avec Moïver et il le connaissait. Malgré tout, la lecture de Weinreich reste une lecture optimiste, et on peut d'ailleurs un peu s'en surprendre, parce que c'est vrai, et on en a un peu parlé tout à l'heure, que le livre montre beaucoup ce qu'il y a de plus pauvre dans la vie juive, et la dimension sioniste peut-être de l'art de Moïver ne doit pas être négligée. Mais Weinreich voit dans l'ouvrage quelque chose qui au contraire porte l'espoir, et voici comment il lit
la photo que vous avez ici, celle qui représente Glazergas. Que se passe-t-il ici? On s'attendrait à ce qu'on nous montre l'étroitesse étouffante, la petitesse, mais non, l'artiste fait le contraire. Il donne, dans le cas de Glazergas, juste une demi-rue. En réalité, on sait bien qu'on peut la traverser en faisant un grand pas. Mais comme on ne voit pas sur l'image le deuxième caniveau et la deuxième rangée de maisons, on peut penser que la rue est Dieu sait de quelle largeur. Est-ce une erreur de Vorobeychik? Non, il l'a bien sûr fait exprès. Je m'imagine ce qu'il a voulu dire. Pour les gens qui habitent dans ces maisons, ces ruelles sont le monde dans toute sa largeur. Et combien de milliers de ceux qui ont fait leurs premiers pas ont véritablement conquis le monde entier. Donc la modernité qui est saluée ici par Max Weinreich, cette modernité qui naît du travail de composition, du travail de prise de vue, du montage, celle-là, il y a été extrêmement sensible. Mais il n'en reste pas moins qu'il regrette l'absence totale du Vilnius de la modernité, celle de l'ORT, cette école, cette grande organisation qui encourageait le travail manuel, dont vous avez quelques images ici, celle des mouvements des scouts, dont vous avez ici également un témoignage tiré d'un livre essentiel pour celui qui cherche des images du Vilnius juif de l'entre-deux-guerres, le livre de Leizer Ran, Yerushalayim d'élite. Celle également de la Vilnius juive, de la jeunesse, des espoirs, de la construction, d'un côté en hébreu, avec le mouvement Tarbut, auquel Moïver a pu participer dans son éducation, et de l'autre côté avec cette construction d'une culture yiddish. Tout cela n'est pas représenté dans le livre. Comment comprendre cela? On peut commencer par s'arrêter sur la construction, non pas seulement de l'image traditionnelle, mais aussi de l'image traditionnelle telle qu'elle a été revisitée par les auteurs les plus modernes de littérature yiddish. Et celui qui, à cette époque, en 1920, était le dieu des poètes pour toute la jeunesse yiddishophone, c'est Moïse Kulbak. Moïse Kulbak, poète moderniste, grand créateur de mythes, écrit un poème en 1925 intitulé Les Vilna, dans lequel il chante Vilnius d'une façon extrêmement stylisée, s'appuyant sur l'aura spirituelle, tout en la liant comme par une sorte de montage également avec ce qu'il y a de plus pauvre, de plus bas dans la réalité de la vie à Vilnius. Tu es un livre de psaumes composé d'argile et d'acier. Chacune de tes pierres est une prière, chaque mur une mélodie pieuse. Quand la lune fait couler sa lueur dans tes ruelles kabbalistiques et que lui ta splendeur nue horriblement froide. Ta joie et tristesse, c'est la joie des basses profondes dans un cœur. Fêtes sont les enterrements. Et consolation, la claire pauvreté lumineuse, semblable aux calmes brumes estivales sur les pourtours de la ville. Tu es une sombre camée sertie dans la Lituanie, inscrite à la vieille encre grise et mangée par la mousse et le lichen. C'est la continuation ici. Toute pierre est un livre pieux, tout mur est un parchemin, feuilleté secrètement et ouvert dans la nuit, quand sur la vieille synagogue un porteur d'eau gelé, la barbe retroussée, se tient immobile et compte les étoiles. Cette image du porteur d'eau gelé, l'homme le plus simple, l'homme de la rue, le porteur d'eau, c'est celui qui n'a en général aucune éducation religieuse, peu de connaissances, très peu de moyens. Celui-ci qui est monté sur le toit de la grande synagogue, un peu à la façon dont l'ouvrage de Moïver s'ouvre sur cet homme souriant qui surplombe la grande synagogue, c'est ce collage-là également que nous propose Moïse Kulbak. On trouvera aussi des traces de cette
de ce traitement de l'image de la ville chez le préfacier de l'ouvrage, Zalman Shneur. Zalman Shneur, l'un des plus grands poètes hébraïques du début du XXe siècle, salué par Bialik, le prince des poètes, comme étant son successeur, a vécu 4 ans à Vilnius, a chanté la ville, l'a chanté en hébreu, a traduit ensuite son poème en yiddish. Dans la préface du livre, il cite de longs passages de son poème, mais dans la préface hébraïque essentiellement. Dans les autres langues, des bouts de ces poèmes ont disparu. Et voici des extraits de cette œuvre qui comporte une trentaine de pages, qui sont particulièrement, qui ont des échos particulièrement clairs avec l'ouvrage. La partie qui a été citée tout d'abord dans la préface est celle-ci. Vilnius, fière grand-mère, ville et mère d'Israël, seconde Jérusalem en exil, îlot d'Orient dans le nord, ton fichu rapiécé et gris, comme le toit de la vieille synagogue, paraissait plus riche, plus noble aux yeux de tes derniers enfants que les casques et les écus dorés des tours rondes et pointues. Et l'on continue, c'est la suite de ce que je viens de lire. Avec ton tablier brodé de lions, de cerfs et de couronnes, tel un vieux rideau d'arche sainte, tu as plus d'une fois essuyé tes pleurs. J'ai mis en image, en reflet de ces vers, ce montage de Meuwner où il dit pour... Souvent dans ces légendes un peu ironiques et parfois différentes d'une langue à l'autre, j'y reviendrai, il dit « pour les amateurs de folklore juif », car il s'agissait aussi d'une des passions de la Vilnius scientifique, de la Vilnius telle que Max Weinreich voulait la développer. On a donc une Vilnius qui est une vieille femme, une grand-mère, une grand-mère d'ailleurs dans la suite du poème qui prépare à manger. La nourriture est importante dans le poème de Shneur. Et puis c'est une grand-mère qui porte toutes les traces et de la vieillesse et de la noblesse. Mais Shneur va beaucoup se promener à Vilnius et donc présenter certains des aspects de la ville qui se retrouvent dans le livre, en particulier la bibliothèque Strachun, qui faisait partie de la cour de la synagogue. La bibliothèque, c'était une citation encore du même poème, la bibliothèque de Matisyahu Strachun, un grand cerveau pétrifié, les pensées éparpillées du peuple du livre, du peuple vagabond, il les a rassemblées comme les eaux de la vallée dans Ézéchiel. Il les a réunies avec amour et dressées en ordre serré. Des troupes entières ont ressuscité. C'est l'armée, la seule armée du peuple juif, l'armée des livres. Et l'on continue, toujours dans ce poème, mais cette fois, on sent quelque chose dont on ne peut pas dire qu'il soit évident dans l'ouvrage de Meuwner, mais qu'il est dans le discours de Zalman Shneur, la nostalgie de Sion, le sionisme, la volonté de réancrer le judaïsme sur la terre millénaire ancestrale. Voici ce qu'il dit sur les enfants juifs. J'observais les enfants juifs. Je les voyais courir au cheder, visage tendre, maigre, cou émacié, avec de grands yeux tristes. La pauvreté les a enlaidis. C'est à travers elles, comme à travers une tulle souillée, que transparaît une peau délicate et noble, sillonnée de vénules vertes. Il me semblait alors des princes de Juda, prisonniers parmi les non-juifs aux têtes de lin. Ces enfants déracinés, ces enfants loin, cette vision des palmiers que Zalman Shneur évoque également dans le poème, c'est perceptible dans sa préface, dans la préface qu'il a donnée à l'ouvrage de Meuwner. Je vais passer peut-être un peu plus vite sur l'influence des Juifs occidentaux dans la façon dont
Moïver a pu être influencé pour la construction du mythe de Vilnius, puisque cela a été extrêmement bien présenté dans l'exposé précédent. J'insiste sur le fait que c'est essentiel dans la façon dont le titre a été donné en allemand, Un ghetto à l'Est. On est directement dans la lignée de cette perception des Ostjuden, des Juifs orientaux par les Juifs allemands, qui les ont découverts pendant la Première Guerre mondiale. C'est essentiel aussi dans la représentation. Ici, vous avez les images. L'ouvrage que j'ai présenté avant est celui d'Arnold Zweig, qui s'appelle « Le visage juif », Das jüdisches Antlitz. Et ici, vous avez les images de Struck, Hermann Struck, qui lui aussi a été, comme Arnold Zweig, soldat à Vilnius. Et vous voyez à quel point la pose, la forme, l'angle sont comparables. On le voit également sur cette image très clairement. Il s'agit d'isoler cette sorte de fragilité mélangée de noblesse dans les figures que d'ailleurs Moïver lui-même appelle des types. Parler de types, c'est déjà faire de l'ethnographie. Et c'est une perception qui n'est pas celle des Juifs qui vivent à Vilnius, c'est la perception des Juifs qui viennent de l'extérieur. Mais Moïver, au-delà de cela, est sensible, et il est peut-être d'ailleurs à l'origine, en partie, d'une révolution artistique. Celle qui a secoué la Vilnius de la fin des années 20, la révolution de Jungvilne, ces jeunes gens et ces peintres qui se sont réunis autour d'une volonté de conquérir la modernité au nom de Vilnius. On peut dire que c'est le dernier mouvement moderniste d'Europe de l'Est. Les autres ont été au début des années 20, à Varsovie en particulier. Maintenant, Vilnius décide d'entrer sur scène, et Vilnius décide d'entrer sur scène en mettant en avant son identité citadine, en montrant, en faisant de la ville et de la vieille ville ce qu'il y a de plus symbolique de leur engagement moderne. Et cela, Moïver en a été le participant avec l'exposition dont il a été question dans l'exposé tout à l'heure, et il en a été aussi le publicateur dans ses ouvrages. L'un des participants que l'on voit d'ailleurs sur la photo que vous avez en bas, c'est l'homme tout à gauche avec, à côté de Chaim Gradeux, dont il sera question plus tard, tous ces écrivains du mouvement Jeune Vilnius, écrit ceci dans un poème qui s'appelle « La cour de la synagogue », Schulhof. Dans la cour de la synagogue où teinte la boîte aux aumônes se tient Gedalke, et il chante. Sa mince voix de poitrine ne cesse de pousser la plainte d'un chantre à l'estomac affamé. Qui est ce Gedalke ? Ce Gedalke, c'est la première, ou plutôt la deuxième personne que l'on rencontre en ouvrant le livre de Moïver du côté juif, si l'on peut dire, puisque vous avez les langues latines en alphabet latin qui se lisent de gauche à droite, et les langues juives, le yiddish et l'hébreu, qui se lisent de droite à gauche. Si on lit dans les langues juives, la première personne que l'on rencontre, c'est ce Gedalke. Et le lecteur allemand ou le lecteur américain qui ouvre le livre ne sait pas qui est ce Gedalke. On lui dit que c'est un chazan, un chantre, très bien. En réalité, à Vilnius, tout le monde sait que Gedalke est un fou, qu'il n'est pas chantre, qu'il se croit chantre. Et donc, cette entrée-là, c'est aussi l'entrée de l'intimité. L'entrée dans un Vilnius qui n'est compréhensible, partagé que par ceux qui ont connu la Vilnius juive. Et c'est à cela aussi que la fin de mon exposé va se consacrer, en vous présentant comment cette Vilnius intime s'exprime dans les photos de Moïver.
Première chose, ces fous ils étaient connus, les fous de la cour de la synagogue, du Schulhof. Ils étaient si bien connus que l'Eizeran, en faisant son ouvrage sur la Jérusalem de Lituanie en 1974, a consacré toute une page à ces fous, à côté de pages sur le Yivo, sur les scouts. On a une page entière avec le portrait des fous de la cour de la synagogue. Et l'écrivain Avrom Karpinovitch, dont ce Guédalke, vous remarquez d'ailleurs que l'Eizeran a utilisé les photos de Moïver, sans doute avec son autorisation, mais j'en suis pas certain non plus. Ce serait à rechercher, j'ai pas regardé dans le détail. Et Avrom Karpinovitch lui-même, qui est l'un des grands mémorialistes dans les années 60, 70, 80, en yiddish de la Vilnius, dans ce qu'elle a de plus vivante, met en scène ces fous, dont le Guédalke, dont on a vu l'image chez Moïver, qui échangent une histoire d'amour qui se lie entre Rochle, celle que vous voyez avec le grand chapeau et qui se prenait pour une dame de la cour, une grande courtisane, et le pauvre Guédalke qui se croyait pour un chazan. Voici leur courte conversation dans une nouvelle d'une dizaine de pages, une nouvelle triste bien sûr. Elle lui dit « Le neveu de l'empereur est venu à moi. Nous avons dansé une valse. Ensuite, il m'a emmené faire une promenade près d'une rivière avec des arbres. Guédalke mâche la pomme et fredonne. Habet mishomai murehe. Et le neveu de l'empereur a voulu monter sur le trône. Toute la cour le savait, et un général à moustache est allé voir l'empereur. J'ai vu en personne Ki oyinu lelahag vekeles begoim. Voilà la conversation des deux fous qui vivent dans l'œuvre de Avrom Karpinovitch, comme Avrom Karpinovitch s'est attaché à faire revivre toutes les personnalités hautes et basses de sa ville qu'il savait détruite. Et puis, la cour de la synagogue, qui est au cœur du livre de Moïver, c'est également le décor essentiel de toute l'œuvre de Chaim Grade, sans doute le plus grand écrivain yiddish mémorialiste de Vilnius, lui qui a vécu à New York après la guerre, qui s'est enfui, s'est réfugié en Union soviétique, qui a mémorialisé inlassablement dans sa prose, une prose extrêmement forte, qui rentre dans les tréfonds de l'âme et de la culture de ces hommes et de ces femmes. Et c'est celle-là aussi que l'on retrouve dans le livre de Moïver. Vous voyez ici la couverture faite par Ilya Shor de l'un des recueils qui se nomme La cour de la grande synagogue, Der Schulhof. Voici une description des porteurs qu'on aperçoit dans le livre. La rue est immobile et vide dans la chaleur du soleil. On ne voit pas de clients. Les boutiquiers ont à moitié fermé les volets et sommeillent dans l'obscurité. Un jeune porteur, Orque-Leroux, grand comme une pelle de boulanger, est appuyé au volet du grand magasin de farine d'Avigdor. Le soleil lui cuit la tête, mais il est trop paresseux pour se mettre à l'ombre ou même pour chasser les mouches de son nez. Oui, j'ai mal écrit. Ce sont ces visions-là, ces visions familières, ces visions que Grade, alors on a vu que Moïver n'était pas de ce monde-là, mais il a exploré. Il a exploré parce que lui, il vivait dans la Vilnius riche, plutôt riche. Il venait d'une famille plutôt aisée, mais il a vécu, il a traversé, il s'en est imprégné, et donc on retrouve dans tout son ouvrage les peintures de Grade, notamment celle-ci qui représente les femmes, dont la mère d'ailleurs de Chaim Grade, qui était une petite marchande de fruits et légumes. Dans une nouvelle, donc, le personnage, Blumele, regarde à travers la fenêtre dans la cour de Rameiles. Voici ce qu'elle voit. D'un côté du portail est assise Blumele et de l'autre ma mère. Ah non, pardon, ici il s'agit véritablement d'une description de la mère de l'auteur. Toutes deux sont entourées de corbeilles de fruits et de paniers de légumes et l'on se bat pour attirer le client. Juste comme ça, sans raison, on ne veut pas garder les mains dans les poches du tablier tandis que la foule se presse en face. Et puis voici ces descriptions très intime de la vie dans toute sa dureté au milieu de ces cours et de ces ruelles.
Belke sort la tête et regarde vers le bas dans la cour. Le pavé tordu et anguleux est d'un noir brillant, glissant à cause du charbon piétiné. Des juives emmitouflées dans des foulards sont assises entourées de sacs de charbon et de maigres faisceaux de bois avec de la paille. Elles se penchent sur leur réchaud, soufflent de toute leur force, mais au lieu d'attiser les braises, la cendre froide leur vole sur le visage et leur rentre dans les yeux. Les lieux ont une importance tout aussi grande dans les descriptions réalistes de Gradeux. Les lieux, les maisons, leur allure décatie. Le revêtement d'un coin de mur, toujours dans la même nouvelle, le revêtement d'un coin de mur a sauté. Les briques rouges découvertes ressemblent à des bouts de chair rouge gelée. Des gouttières de tôle s'enroulent sur les murs, pendent comme des serpents sur des arbres, la bouche grande ouverte. Une cheminée a tendu son long cou noirci et regarde avec envie les toits rutilants des maisons riches aux cheminées ventrues couvertes de chaux blanches. Car le quartier juif, le ghetto, est très proche des grandes rues, des rues d'apparat de Vilnius. Les hommes au milieu de ces bâtiments. Toujours notre Belke, qui était l'amante de Gradeux dans sa jeunesse, aux grandes dames de sa mère, qui craignait qu'elle soit communiste. Elle regarde au-delà des arches voûtées du ghetto et aperçoit dans les ruelles sinueuses un grouillement de personnes. Là-bas, ça fourmille de boutiquiers et de commerçants qui courent dans tous les sens comme des cafards. Et dans une autre nouvelle du même recueil, il s'agit ici du recueil qui se nomme Les Shabbats de ma mère, un magnifique recueil qui n'est pas traduit en français malheureusement. Vers lui se tend, et il s'agit d'un commerçant qui est absolument effrayé par l'invasion des mendiants. Et il voit ses mains qui se tendent vers lui. Vers lui se tend une paume dure et large comme une pelle. Au même moment, il remarque une deuxième main aux doigts pointus écartés comme une fourche. Une troisième main aux doigts jaunes contractés tremble, pleure et demande son dû. Une vision d'horreur finalement de cette pauvreté envahissante. C'est donc un mélange dans l'œuvre de Moïvert entre l'intime et le mythologique, entre le vécu, le quotidien et ce qui dépasse la représentation de ce quotidien dans l'imaginaire juif. Il est très intéressant, à mon avis, de réfléchir aux lectures diverses de l'ouvrage, notamment en remarquant, comme je vous le disais, les différences entre les sens de lecture. Lorsqu'on entre dans le livre avec l'allemand, vous voyez ici à droite, non seulement le titre est différent, mais l'image, c'est un peu l'image de carte postale, celle de cette cour qui traverse, la Durchhof, qui donne sur la grande synagogue. L'image juive, ce sont, du côté juif, si l'on peut dire, tout ça est entre guillemets, parce que bien sûr, beaucoup de juifs allemands lisaient le texte, mais du côté de la langue juive, ce sont ces volets fermés, ces portes fermées par des volets. Et Max Weinreich, c'est assez intéressant, voit dans ces volets des yud, la lettre yud. Ils ont la forme, vous voyez la lettre yud dans le mot yiddish, et cette lettre yud, c'est le symbole du juif que l'on peut retrouver ici. Autre réflexion peut-être intéressante, c'est que on entre dans le livre du côté juif, entre guillemets encore, par l'image de cet homme souriant. Le titre en allemand, c'est Fröhlich. En anglais, on avait vu tout à l'heure, c'est The Jewish Smile. Et en yiddish et en hébreu, c'est La Yehudim. La Yehudim, c'est une expression parlée yiddish qui veut dire c'est joyeux. Mais littéralement, ça veut dire pour les juifs. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à tirer de ces différences de légende. Pour finir, je tiens à dire que cet ouvrage a donc la volonté, à mon avis, au-delà d'illustrer une Vilnius vécue et une Vilnius imaginaire, d'interpeller. Interpeller de quelle manière, dans quelle direction, Moïvert ne le dit pas. Il le fait de façon strictement visuelle. Et cet homme que nous voyons ici, qui est l'un des seuls personnages habillés de façon plutôt moderne, un personnage qui ne semble pas misérable, qui se retrouve au milieu dans ce point d'exclamation, est à mon avis le symbole de
du lecteur idéal de Meuwner, celui qui sera interpellé, qui s'interrogera sur les images qu'il présente. Dans un exposé qu'il a donné dans les années 70 à la Bibliothèque Yiddish de Montréal, Meuwner fait un lien entre Vilnius et Tzfat, la ville où il a passé la fin de sa vie. Et dans les deux cas, pour lui, le présent et le passé sont indissociables. Vilnius, c'est tout aussi bien le Gaon de Vilnius, les ruelles, la grande synagogue, que la pauvreté dont il a été témoin, la passion des jeunes écrivains, des jeunes gens. Et Tzfat, c'est tout aussi bien la ville des grands kabbalistes et la ville des défenseurs du Palmar, la ville des martyrs de la guerre d'indépendance. C'est cela le monde de Meuwner, et je vous remercie de votre attention. Merci Arnaud Bicard pour cette présentation passionnante qui nous donne, je pense, une lecture tout à fait différente et à laquelle nous n'avons pas pu, avec Julie, avoir accès, faute de connaissances de yiddish et de l'hébreu. Donc, dans notre programme, si j'ai bien compris, on suit avec la conférence Lille et puis les questions sont à la fin, c'est ça ? Les questions maintenant. D'accord. Donc, je peux la poser comme ça, sans micro. Dans le Freudisch, vous avez dit, et dans l'exposition, c'est le rire juif. C'est choquant. Non, dans le... Le rire juif, comme s'il n'y avait qu'un rire juif. C'est le titre qu'il donne en anglais, donc lui-même donne en anglais. Oui. The Jewish Smile, le sourire juif. Le sourire. Ouais. Ah oui, d'accord. Le sourire juif. Freudisch, heureux, ça aurait été peut-être un peu... Toutes les langues ont eu un traitement différent dans cet ouvrage. C'est une vraie question à se poser. Qui a traduit et comment ? Notamment, je pense qu'il y a des réelles irrégularités parce que le grand poème de Schneur, qui est cité, de gros extraits sont cités en hébreu, n'apparaît absolument pas dans la version yiddish de la préface, alors que Schneur annonce qu'il va citer son poème. Donc il y a des problèmes dans les traductions du livre. Oui. Moi j'ai été plus frappé, c'est le mot cafard, comme des cafards. C'est Ah. plutôt ça qui m'a fait un petit peu plutôt que le sourire ou le rire. Oui, bah, il y a quelque chose d'extrêmement violent dans la façon dont Grade voit cette extrême pauvreté dans laquelle lui-même a grandi et qui a été celle de sa mère. Venant de lui, on ne peut pas du tout s'en offusquer, mais effectivement, c'est un centre-ville extrêmement grouillant de personnes et de misère. il y a encore une question au fond de la salle ? Oui, mais On s'est vraiment, lancé. on s'est lancé, voilà. Juste une petite chose, pour information, en fait, on enregistre, donc il faut vraiment parler dans les micros. Vous voyez des convergences entre Ansky et Meuwner ? Oui. Il y a... Ansky, ce qui est intéressant si on pense à Ansky, c'est plus historiquement et puis bien sûr culturellement qu'un lien peut être établi. Ansky, c'est le grand explorateur du folklore juif. C'est lui qui l'a revisité, l'a modernisé en le mettant en scène dans le D-Book. Et le D-Book a connu sa gloire en yiddish grâce à la troupe de Vilnius. Donc il y a un lien. Je pense que Meuwner connaissait le D-Book, j'en suis persuadé. C'était la grande pièce sur les théâtres de Vilnius lorsqu'il était étudiant. Et il a aussi cette sensibilité pour tout ce qui est, pour ce regard ethnographique qui était aussi celui d'Ansky.
Pour revenir sur la question des traductions, on a bien compris qu'il y a deux visions données dans le monde germanique et dans le monde juif, mais quelle est la part de l'éditeur est-ce que ça vient vraiment de lui ou quelle est Alors une partie vient nécessairement de lui parce que il y a, me semble-t-il, il y a de l'ironie parfois dans les différences, dans les contrastes entre les différentes légendes. Il y a une image où l'on voit par exemple une dame qui a l'air de toute seule devant sa boutique et qui a l'air de regarder au loin si un client arrive. En allemand, cela s'appelle devant le magasin. En yiddish, dans une expression idiomatique, cela veut dire on va avoir du mal à finir le mois. Voilà. Je pense que c'est l'auteur qui décide de ces choses-là. Mais au départ, au moment du montage, de la fabrication du livre, dans quelle langue les légendes sont-elles rédigées? Moi, je ne suis pas rentré dans le... Oui, peut-être que justement... Non, parce que, à vous entendre, je me rends compte qu'il y a un énorme problème de l'économie de la fabrication du livre, si vous voulez. C'est vraiment le... Peut-être que Julie a... Il y a une trituration linguistique quand même très puissante qui est mise à l'œuvre. Et il faudrait vraiment arriver à décortiquer qui quand, quoi, à quel moment, Je pense il y a une génétique du texte dans la... Je pense que l'hébreu est premier. C'est ce qui apparaît. C'est le plus complet et le plus clair. Moi, je suis d'accord avec cette interprétation. Je pense que alors, la difficulté vient du fait qu'on n'a jamais retrouvé de maquette originale en fait, du livre. Alors pour complexifier un peu les choses justement sur ces différentes traductions, en fait au dos des tirages dans l'archive, voilà, on va trouver, quand on a mis par exemple dans l'exposition The Jewish Smile, c'est parce que Meuwer lui-même, au dos d'un tirage, écrit en anglais The Jewish Smile. Mais ce qu'il a posé lui-même est sans doute intervenu des années après. Donc ça ne veut pas dire, voilà. Après, moi je pense qu'effectivement, en regardant l'intimité que vous décrivez effectivement dans ces écritures en hébreu et en yiddish, enfin pour moi, a priori, c'était quand même en premier lieu ses interprétations à lui. Mais on ne sait pas si ça a été traduit. Il parlait à l'époque, il parlait allemand, donc il aurait très bien pu aussi donner des indications de traduction. Donc ça, c'est un peu la grande inconnue. Et je ne sais pas si on pourra résoudre un jour ce problème. Je ne sais pas si... Carolina, tu as vu autre chose dans l'archive, peut-être ? Non, mais il parlait non seulement allemand, mais il parlait aussi à cette époque-là en anglais. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'archive et dans l'exposition, on le montre aussi, il y a des petites aquarelles qui sont réalisées à partir des photographies, et ces aquarelles ont des légendes en yiddish. Donc vraiment, on ne le sait pas si les légendes étaient au départ en yiddish, en hébreu ou en allemand, parce que aussi en allemand, souvent, Signy, quand il fait, je vais le montrer plus tard, une autre maquette sur le même sujet, il donne des sous-titres en allemand parce que c'est l'époque où il vient de finir le Bauhaus. Comme aussi l'éditeur était suisse-allemand, aussi bien on pourrait dire que les légendes étaient allemandes. On ne va pas pouvoir le résoudre. Après, il parlait trop de langues. Si je peux me permettre, sur les titres en hébreu sont très astucieux. Enfin, on remarque un niveau très élevé et puis les titres ne sont pas anodins. Ce n'est pas des titres descriptifs en hébreu. C'est vraiment, il y a toujours un petit clin d'œil linguistique. Des citations bibliques, des expressions talmudiques aussi. Il a d'abord pensé à l'intituler en hébreu, et à partir de l'hébreu, il a trouvé des équivalents dans les autres langues. Mais c'est mon regard d'hébraïsante. Non, je suis d'accord avec ton point de vue. Ouais. Donc peut-être on va passer justement à votre intervention. Et on va continuer les discussions, les échanges après. Donc il
Il y a Tilma Libert, qui est professeure à l'INALCO en linguistique hébraïque et co-directrice du département. Co-directrice de département et qui nous a beaucoup aidé pour cette exposition et pour nos incapacités de lecture et de compréhension. Donc j'en profite pour la remercier. Et donc qui est aussi avec Julie, co-organisatrice de ce colloque. Donc à mon tour de remercier vous deux, déjà de me faire connaître cet artiste qui pour moi était complètement méconnu. Et l'aventure commence il y a très très longtemps. Et donc ma communication... Ah, par là, c'est mieux. Donc ma communication prendra comme point de départ ce diplôme de fin d'études de Moshe Vorobeichik, découvert dans les archives de l'artiste et présenté dans l'exposition. Donc ce diplôme a deux faces, hébreu-polonais, et dans les archives existe également sa traduction en français. Donc on y lit en hébreu, décerné par le gymnase hébraïque au nom du Dr Epstein, gymnase privé dont la langue de l'enseignement est hébreu. Ceci, et j'ai fait la traduction de tout le paragraphe, ceci pour attester que Moshe Vorobeichik, né en 1904, a été admis au gymnase en 1917. Il avait alors 13 ans, et après avoir été scolarisé pendant 6 ans, a été admis suite à sa scolarité, son excellente conduite et à ses épreuves finales à la 8e classe, avec les notes suivantes, les notes que vous pouvez voir, peut-être les notes excellentes, les notes sont sur 1 sur 5 et la plupart de ces matières, il a eu soit 4, soit 5. Donc je détaille quand même les matières parce que c'est les matières toutes écrites en hébreu. Donc il y a l'étude de la religion, le polonais, l'hébreu, une langue qui s'appelle ashkénazite, la langue ashkénaze qui est probablement le yiddish, mais j'en suis pas sûre, le français, le latin, le russe, des études de mathématiques déclinées en 5 matières distinctes, physique, chimie, cosmographie, connaissance de la nature, géographie polonaise. Donc une multitude de questions surgit à la lecture de ce diplôme. Je vais en énumérer quelques-unes qui m'intéressent particulièrement en tant que linguiste, mais je vous avoue qu'on peut en parler des heures. Donc, première question, c'est quel hébreu on enseigne en Pologne à cette époque et dans cet établissement comme celui qui fréquentait Moshe Vorobeichik. Qui veut apprendre l'hébreu en Pologne à cette époque et pourquoi? Que signifie l'expression langue d'enseignement hébreu? La majorité des matières étaient-elles enseignées en hébreu? Cela supposerait alors que les enseignants enseignaient toutes les matières en hébreu, que les supports pédagogiques étaient en hébreu, que le niveau d'hébreu y était suffisamment élevé pour pouvoir apprendre ces matières en hébreu. Alors, je tenterai de répondre à quelques-unes de ces questions, mais tout d'abord, quelques mots sur le gymnase hébraïque au nom du docteur Joseph Epstein à Vilnius, qu'on a pu voir la photo tout à l'heure, et j'en suis ravie, et j'ai appris par la conférencière que ce gymnase va être maintenant le musée va être transformé en musée. Donc ce lycée, qui a ouvert en 1916, parallèlement à une école élémentaire par le docteur Epstein, est chez lui. C'est un activiste sioniste. Il a ouvert d'abord avec 10 élèves chez lui à la maison et, d'après ce que j'ai compris, il rédigeait à l'origine les programmes scolaires pour toutes les matières. En 1917, suite à son décès, ce lycée intègre le réseau éducatif hébraïque Tarbut, qui signifie en hébreu culture. L'établissement obtient à la fois une souscription unique de l'État polonais et de l'aide des organisations sionistes. Et à cette année, 1917, sont déjà inscrits 270 élèves, toutes classes confondues. C'est l'année d'entrée de Moshe Vorobeichik, donc on passe de 10 à 270. Cet établissement, donc, comme vous l'avez entendu, est considéré comme le premier lycée hébraïque hors d'Israël, ainsi que le premier lycée hébraïque de Vilnius, et qui faisait alors partie de la Pologne. Vu la date d'entrée de Moshe Vorobeichik, il était parmi ses premiers élèves. Moshe Vorobeichik, comme
on a déjà entendu, est né dans une famille polyglotte. Les parents pratiquaient le russe, le polonais, le yiddish. Il a appris le français et l'hébreu au gymnase. Et en ce qui concerne la pratique de l'hébreu, il a probablement maîtrisé de façon passive avant de s'installer définitivement en Palestine mandataire en 1934. La pratique orale un peu artificielle de l'hébreu a été réservée, c'est mon regard de linguiste, a été réservée au milieu scolaire et surtout à la classe. Avec ses parents, il s'entretenait en yiddish et peut-être aussi en polonais. Avant d'intégrer le gymnase, enfant, il est allé dans un cheder à Ishmiyani, près de Vilnius, à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Le cheder, vous savez peut-être, qui veut dire la chambre en hébreu, élément de base de la vie juive en Europe de l'Est, et qui jusqu'au début du XXe siècle était encore la principale institution éducative en Europe de l'Est. L'enseignement y était axé sur les études liturgiques. La langue de l'enseignement était le yiddish. Le support était en grande partie en hébreu biblique. Alors, ce que j'appelle support, c'est en fait les enfants lisaient l'hébreu biblique, mais ils ne le parlaient surtout pas. Une langue pour l'enseignement et l'expression orale et une autre langue pour la lecture, une langue dite morte, sacrée, interdite à la communication de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les Juifs en Pologne entre deux guerres ? Donc, après la Première Guerre mondiale, dans le cadre des accords conclus à Versailles, la Deuxième République polonaise obtient l'indépendance à condition qu'elle accorde l'égalité des droits et le droit à l'autodétermination à ces minorités. En application du traité des minorités, les populations allogènes avaient la possibilité de développer leur propre culture. L'article 95 de la Constitution du 17 mars 1921 affirmait la protection entière de la vie, de la liberté et des biens de tous, sans distinction d'origine, de nationalité, de langue, de race ou de religion. L'article 110 déclarait des droits égaux aux minorités nationales pouvant pratiquer librement leur langue et leurs obligations religieuses. Alors, en conséquence, les Juifs de Pologne, une des nombreuses minorités cherchant à se forger une identité nationale dans les pays de l'Europe de l'Est et d'autres pays multiethniques, et représentant 10% de la population polonaise, se sont retrouvés à vivre entre plusieurs loyautés à leur État, qui a obtenu son indépendance après de nombreuses années, et également à la nation juive sur un fond d'éveil national des minorités. Dire loyauté à la nation juive, c'est chercher la complexité, parce que parmi les Juifs, deux groupes nationaux importants ont commencé à se former, l'un socialiste, le Bund, et plus tard aussi les ouvriers sionistes de gauche, et l'autre sioniste. Ces mouvements qui ont commencé leur parcours dans la Russie tsariste et après la révolution bolchevique se sont concentrés en Pologne. Chez les bundistes et les sionistes, la question de la langue était un facteur central de leur identité et un signe d'appartenance à un courant. Le mouvement Bund, qui se considérait comme le mouvement ouvrier juif, a encouragé l'usage du yiddish comme facteur d'unification nationale. En revanche, le mouvement sioniste a cherché à se distinguer et à adopter l'hébreu, la volonté de faire renaître l'hébreu en tant que langue du peuple juif et aspirait ainsi à créer un espace qu'ils appelaient un espace hébraïque total. Alors, les membres de ce mouvement croyaient que même si la langue de tous les jours chez les Juifs est le yiddish, il est plus que nécessaire, plus que urgent de revenir à pratiquer l'hébreu en raison de la validité historique et religieuse de la langue ancienne depuis des milliers d'années. Donc ce mouvement sioniste est bien sûr à étudier sur le fond de ce qu'on appelle la renaissance de l'hébreu. Donc la couverture en hébreu de l'ouvrage qu'on vient d'étudier, publié en 1931, m'a fait penser que Moshe Vorobeychik maîtrisait alors suffisamment l'hébreu renaissant pour s'occuper des titres et des titres, je veux dire des titres, des images qui sont vraiment, je trouvais, très astucieux et pas du tout banals. Et c'est l'hébreu, j'imaginais, en fait, j'ai déduit que c'est hébreu qu'il a surtout appris dans le gymnase Epstein, parce que dans le cheder, je ne crois pas qu'il a pu apprendre cet hébreu renaissant. Alors, quelques éléments de contextualisation sur le choix de l'hébreu
comme langue d'enseignement, donc ces fameux titres qu'on voit sur le diplôme du gymnase. Donc la première école où l'hébreu a été enseigné a été fondée en Pologne en 1915, à une époque où l'occupation allemande a rendu possible différents débuts d'éducation juive autonome, mais les jardins d'enfants dits hébraïques existaient déjà à Varsovie dans la première décennie du siècle. En Pologne, en 1918, seuls 2500 élèves fréquentaient les écoles issues d'initiatives locales où l'hébreu a été enseigné. En 1923, sous l'égide de l'organisation Tarbut, ce nombre était passé à 30 000. Au cours de l'année scolaire 1934-35, Tarbut avait un système impressionnant de 72 jardins d'enfants avec 1522 élèves, 149 écoles élémentaires, 34 000 élèves, 9 lycées, un lycée agricole et 4 écoles du soir, accueillant au total presque 45 000 enfants et jeunes. Donc, au sommet de son activité, le réseau scolaire Tarbut, j'ai entendu aussi, n'est-ce pas, avait accueilli 10% des jeunes et adolescents juifs en Pologne. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des enfants juifs dont les parents ont choisi l'éducation juive ont été scolarisés dans le réseau juif ultra-orthodoxe. Donc, malgré le nombre impressionnant d'enfants qui étudient dans les réseaux scolaires juifs, plus de 60% des enfants juifs ont étudié dans les écoles publiques polonaises gratuites à cette époque-là. Donc, dans les années 1930, cette proportion franchit la barre des 80%. Donc, la plupart des enfants juifs sont scolarisés dans les écoles polonaises, où on n'apprend pas du tout l'hébreu. En d'autres mots, la majorité des enfants juifs a été scolarisée dans les écoles polonaises et n'ont pas eu droit ni à une éducation juive, ni à l'apprentissage de l'hébreu, ni du yiddish. Donc, du point de vue sioniste, il s'agissait d'une menace pour les projets sionistes et autres projets de construction d'identité juive. À part quelques cours en ce que les Polonais appelaient, mais je traduis peut-être mal, religion mosaïque, enseignée par des enseignants juifs acculturés exclusivement en polonais, le programme éducatif et la pratique des écoles publiques ont complètement ignoré le patrimoine culturel et national juif et l'histoire et les traditions religieuses. Donc, j'en déduis que le polonais devenait la langue universelle de la jeunesse juive polonaise, car tous ses représentants ne parlaient pas le yiddish à la maison avec leurs parents. C'est devenu de plus en plus la langue propre des juifs dans laquelle ils lisaient des romans populaires, regardaient des films et conversaient quotidiennement. Alors, pour avoir un regard un peu plus optimiste, je vais essayer de présenter les principaux réseaux scolaires juifs privés en Pologne, à l'époque où Moshe Vorobejczyk a été scolarisé. Donc, on a 4 courants. Donc, le courant des ultra-orthodoxes, Haredim, qui avaient des écoles séparées, école des filles et école des garçons, où la langue de l'enseignement était le yiddish. Les bundistes, les non-sionistes, avec leur réseau qui s'appelle le Tzisho, n'est-ce pas Arnaud? L'organisme qui veut dire l'organisation centrale des écoles yiddish, la langue d'enseignement était en yiddish. Les sionistes religieux avec leur réseau Yavne ou Shul Kult. Donc la langue de l'enseignement à Yavne qui était revendiquée était l'hébreu, mais dans la réalité ont été pratiquées 3 langues, hébreu, polonais, et dans l'est de la Pologne aussi le yiddish. Et dans les réseaux scolaires Tarbut, des sionistes, la langue d'enseignement revendiquée était l'hébreu. Donc en fait, ces réseaux scolaires divergeaient selon l'approche religieuse ou idéologique. Donc le réseau Tarbut était la seule forteresse de l'engagement sioniste, de la culture et de la langue hébraïque. Et ce réseau était connu pour son niveau d'éducation exceptionnel et il était le plus cher des écoles juives privées. Donc, il ne faut pas oublier, je le dis, que la majorité des juifs polonais étaient pauvres
et ils étaient victimes de discrimination et se sont vus refuser l'accès aux prêts gouvernementaux, aux emplois contrôlés par l'État et aux projets de travaux publics. Donc, la situation économique était un obstacle majeur car elle interdisait à la majorité des parents juifs d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées juives nationales coûteuses. Ces écoles, à leur tour, manquaient des subventions publiques nécessaires. L'État polonais s'est vite désengagé de ses obligations du traité de Versailles de soutenir l'éducation de ces minorités nationales et ces écoles devaient compter sur l'aide étrangère, principalement de la communauté juive américaine, et sur des frais de scolarité relativement aisés. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, donc on revient sur Moshe Vorobeichik, les parents juifs privilégiaient des établissements privés ou publics qui enseignaient en majorité ou en exclusivité en polonais. Pourquoi ? Parce que ces diplômés étaient acceptés dans les universités polonaises, tandis que les diplômés des écoles Tarbut ou Tzicho, voulant étudier dans une université polonaise, devaient passer un deuxième examen externe de fin d'études. Donc ces diplômes-là ne suffisaient pas pour intégrer l'université. Donc, pour conclure, si les parents de Moïver ont opté pour la scolarité dans le lycée faisant partie du réseau éducatif hébraïque Tarbut, ce choix a été, à mon avis, motivé idéologiquement et il pouvait se le permettre économiquement. Donc, envoyer son enfant dans cette institution était défier le flux social naturel de l'assimilation, l'acculturation par le langage environnant et avoir des aspirations autres quant à son avenir économique et professionnel. Alors, quelques mots sur les réseaux Tarbut. Il me reste du temps ? Oui. Donc, c'était un réseau culturel et scolaire. Et pour citer Ido Bassok, que je mentionnerai tout de suite, l'importance du réseau scolaire juif Tarbut ne tient pas à sa taille, mais à ce qu'il véhiculait comme valeur et ce qu'il a représenté comme Tarbut. Donc, il était la colonne vertébrale de l'enseignement laïque et sioniste. Il était à l'origine de la création de l'école dite hébraïque. Donc, ce terme couvre les jardins d'enfants jusqu'au gymnase, comme j'ai dit tout à l'heure, lycée professionnel, école normale aussi pour enseignants, aux élèves issus des familles des grandes et moyennes villes, surtout à l'est de la Pologne, et en Pologne congressiste, qui partageaient la vision sioniste de leurs parents et plus tard, dans les dernières années, le leur aussi. Donc, ce réseau scolaire et culturel épousait l'idée de la revitalisation de la langue hébraïque. Donc, à l'origine, ce réseau est issu de l'association passionnée de la langue hébraïque, Chovevei Sfat Ever, qui se développe d'abord en Russie, sous l'approbation officielle du gouvernement russe. Déjà en Russie, on trouvait 60 antennes de ce réseau et qui travaillaient à la création d'écoles dans l'esprit de l'association, des jardins d'enfants et de cours du soir pour adultes. En même temps, des écoles normales ont été organisées pour les enseignants au cours desquelles ils ont pris connaissance du programme des nouvelles écoles. Après la révolution bolchevique, l'étude de la langue hébraïque dans les écoles russes a été interdite et la seule langue juive, le yiddish, a été autorisée. Suite à cela, du fait que la Pologne a accédé à l'indépendance et qu'elle a été tenue d'accorder les droits égaux aux minorités, toutes les activités du réseau Tarbut se sont déplacées vers la Pologne. Donc à la base, ce sont des initiatives locales de création de jardins d'enfants et d'écoles. L'organisation nationale est plus tardive, sous la contrainte imposée aussi bien à l'État polonais d'ouvrir des écoles dans lesquelles les langues de ces minorités seront pratiquées. Donc, en 1922, première conférence nationale du réseau Tarbut en Varsovie. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la tête de ce réseau, le premier président était le rabbin Ton, philosophe, sociologue, qui a continué, en même temps qu'il présidait le réseau Tarbut, il a continué ses fonctions de rabbin de la synagogue progressiste de Cracovie. Et donc, dans cette conférence a réuni 178 délégués de toute la Pologne
mais elle était ouverte à tous ceux qui voulaient entendre parler de la culture et de l'éducation hébraïque, même à ceux qui n'étaient pas membres du mouvement sioniste. Donc, lors de la conférence, diverses questions ont été débattues, et une des questions qui touche à la langue était la question de l'accent avec lequel la langue hébraïque devait être parlée et enseignée dans les écoles. Donc, est-ce qu'elle doit être prononcée avec un accent ashkénaze, qui est similaire à l'accent yiddish, ou avec l'accent séfarade de Melra, comme il est d'usage en hébreu renaissant en Palestine. Donc, les opinions présentées étaient... Donc, il y avait le rabbin Ton qui affirmait que sur la terre d'Israël, il existe déjà l'accent séfarade. Là-bas, l'accent séfarade domine et on devait prendre exemple de cet accent-là. Et son adversaire qui disait qu'il faut maintenir l'accent ashkénaze, qui est bien maîtrisé dans la communauté et qui est accepté, qui est aussi connu par la littérature et la poésie. La décision qui a primé est de privilégier l'accent séfarade dans les écoles de Tarbout. Donc, il y avait aussi d'autres décisions prises sur la diffusion obligatoire de la langue hébraïque, sur les supports culturels, etc. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont essayé de programmer une démarche éducative globale avec des rédactions des programmes qui devraient atteindre les objectifs du réseau, toutes en prenant en compte les exigences des acteurs, les dirigeants de la Pologne. Et c'est là où il y avait vraiment un enjeu. Donc, il y avait toujours cette histoire de combien d'heures d'hébreu on peut afficher dans le programme vis-à-vis des dirigeants polonais. Il y a aussi une maison d'édition qui a été créée pour publier des livres et des journaux pour enfants et adolescents. On voit un exemple là à droite d'un journal pour enfants qui s'appelle Shibolim, c'est ça, c'est le premier numéro. Et tout au long des conférences du réseau Tarbout, la question de la langue hébraïque dans les écoles n'a pas cessé d'être débattue. Comment on enseigne la langue hébraïque? Est-ce que c'est par la traduction? Ou est-ce qu'il faut enseigner l'hébreu en hébreu? Est-ce qu'il faut enseigner toutes les matières dans cette langue? La plupart des enseignants des enseignants des écoles primaires et secondaires étaient eux-mêmes formés dans les écoles d'instituteurs faisant partie du réseau. Donc moi, je voulais un petit peu plonger dans la question des programmes scolaires de ce réseau. Et, OK. Donc, je vais vous dire que ce n'était pas une mince affaire parce qu'il y a très peu de programmes complets qui nous sont parvenus. Ils sont la plupart, ils représentent surtout l'enseignement dans les écoles élémentaires. Donc, je n'ai pas pu répondre aux questions que j'ai posées tout à l'heure sur le diplôme du gymnase. Je voudrais qu'est-ce que je vais privilégier? Je vais vous raconter. Donc, je voulais en fait, moi, tout mon intérêt, c'est de savoir quel était l'hébreu qui était vraiment pratiqué dans cette école-là. Et j'ai trouvé donc les travaux de Ido Basok, qui est un chercheur israélien qui a travaillé sur l'éducation juive des enfants et adolescents juifs en Pologne entre deux guerres. Et ce qui est intéressant, c'est les sources sur lesquelles il a travaillé. Il s'agit de récits autobiographiques enfantins dans les collections de IVA. Et donc, il a trouvé des récits autobiographiques écrits par des enfants suite à 3 concours de rédaction lancés par le IVA. Et donc, la plupart, bien sûr, des écrits sont en yiddish ou en polonais. Mais il a quand même trouvé quelques récits autobiographiques en hébreu. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, l'hébreu, et il le dit, et je le cite, l'hébreu est surprenant, vivant, compréhensible, sans difficulté de par les locuteurs actuels de l'hébreu d'aujourd'hui.
Et on y trouve par exemple les témoignages d'Anzi, jeune fille de 17 ans, née en 1917 dans le village près de Vilnius où était né Moshe Vorobeichik. Et elle raconte que son père, qui a étudié dans une université russe, était sioniste et avait l'habitude de lui parler en hébreu à la maison. Un autre lycéen de Volhynie, né en 1922, raconte que suite à sa fréquentation d'un cercle de discussion en hébreu, qui s'appelait Bnei Yehuda, il a décidé de parler à ses parents en hébreu, et eux étaient en mesure de lui répondre en hébreu. Alors, comme conclusion, je vais traduire un petit paragraphe de cette biographie du jeune garçon. Il m'était étrange au début de bouger mes lèvres pour parler dans la nouvelle langue. J'ai même eu un peu honte de la réaction des autres, mais mon esprit militant, certes un peu enfantin, m'a poussé à le faire. Le premier jour, nous étions tous un peu intimidés. Ensuite, nous nous sommes habitués, ou alors notre entourage s'y est habitué. Un mois plus tard, j'ai eu le courage d'adresser la parole à mes parents en hébreu jusqu'à ce que nos langues se libèrent de toutes les menottes extérieures. Donc, il me semble qu'à Vilnius, dans les écoles du réseau Tarbut, il s'est produit à une toute petite échelle une revitalisation de l'hébreu, certes hors sol, comme dans les villages en Palestine dans les années 90 du 19e siècle. Et je voudrais juste, à titre un peu ludique, je suis allée rencontrer le fils de Moshe Vorobeichik à Tel Aviv récemment et pour lui poser la question sur l'hébreu de son père. Et il m'a raconté l'anecdote suivante. Enfin, quand son père est arrivé en 1934 en Palestine, il avait comme objectif d'aller tout de suite rencontrer son meilleur ami de Vilnius. Il est sorti du bateau et il a demandé, d'après le fils de Moshe Vorobeichik, il a demandé son chemin en hébreu. Donc il a pu pratiquer son hébreu, appris en Pologne, et il a demandé son chemin. Il est arrivé jusqu'à Petah Tikva, et là-bas, il s'est même débrouillé pour prendre une voiture pour aller rejoindre son copain qui était dans le kibbutz Kinneret, et avec lui, il a conversé toute la nuit en hébreu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était fascinant. D'ailleurs, ça répond à une partie de mes questions que je me suis posée. En fait, c'est justement comment ils ont pu enseigner biologie ou géographie en hébreu si c'était une langue qui pratiquement venait de renaître. Il y avait plein de mots qui n'ont pas été encore inventés. Donc, cette analyse est extrêmement intéressante. Et il y a certainement encore beaucoup de questions. Je suis aussi très contente d'apprendre combien cette analyse assez précise des écoles hébraïques et qu'en fait elles étaient privées, donc c'était pas si simple. Je pense que ça nous donne et ça nous élargit aussi le paysage de cette époque des années 30. Juste pour vous dire, c'est que Vorobeichik, il a aussi illustré un des livres pour la jeunesse une anthologie rédigée par Basok avec plein de textes qui étaient certainement des textes de source pour justement l'enseignement. Je vais essayer de l'ajouter à ma présentation. Donc, il y avait des liens et certainement Vorobeichik était engagé et ces photographies étaient utilisées par ces milieux qui œuvraient pour l'éducation en hébreu. Alors, on ouvre la session des questions et la discussion. Oui, je voulais juste savoir, vous avez dit que 80% des écoles étaient polonaises et gratuites, alors que les écoles juives étaient payantes. Donc, une grande partie de la population n'avait pas l'argent pour payer les écoles. Leur réticence alors à mettre les enfants dans les écoles publiques était culturelle, je pense. Et ça veut dire aussi que les filles n'avaient pas accès à l'éducation. Les garçons allaient peut-être à l'école rabbinique, mais les filles n'étaient pas du tout éduquées.
Alors, les filles étaient éduquées. Alors, il y a plusieurs réponses à vos questions. Donc, d'abord, en ce qui concerne l'enseignement dans les écoles publiques polonaises, selon les écoles, il y a eu parfois quelques heures d'hébreu assurées, selon les époques aussi. Il y avait au début, l'État polonais était tenu d'afficher un certain nombre d'enseignements de la langue des minorités. Donc il y a eu, au début, après les accords de Versailles, il y a eu quand même quelques heures d'hébreu. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a pu trouver dans les autres écoles. Mais pour l'histoire des filles, donc je n'ai pas pu développer tout le système scolaire, bien évidemment, mais il y a eu en Pologne, il y a eu ce qu'on appelait le cheder, mais il y a eu très tôt aussi ce qu'on appelait le cheder metukan, où éventuellement c'était l'idée certes une structure juive, mais plus progressiste. Donc les filles pouvaient éventuellement y avoir accès à certains moments. Après, l'école publique était obligatoire aussi. Oui, l'école publique était obligatoire, ouais. mais la question portait sur l'éducation juive et la langue hébraïque, si je comprends. Non. L'école était obligatoire. Ah, oui. C'était donc peu importe si c'est quelqu'un qui venait d'une famille juive du Silésie, hein, l'école publique était obligatoire. Après, on pouvait aussi envoyer les enfants dans une école privée, qui pouvait être une école juive, privée polonaise, oui, ou privée autre. Et on avait pas mal d'écoles privées. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les juifs pauvres allaient quand même à l'école publique. Oui. Soit à l'école publique, soit à l'école orthodoxe. Sauf les militants. Les militants Voilà. mettaient leurs enfants dans les écoles du Bund qui, elles, essayaient, sans aide de l'État, de garder les prix extrêmement bas pour les masses. Je peux poser une question si vous avez terminé les réponses. J'ai une question pour chaque intervenant. Et peut-être vous avez déjà abordé cette question, j'étais un peu en retard. Mais la question donc, pour Arnaud Biker sur la question des YIVO, la présence des YIVO à Vilnius et le rapport entre Moïver et les dirigeants des YIVO. C'est quelque chose qui pourrait expliquer justement cette volonté de documenter. Donc, est-ce que vous pouvez en parler? Et puis, juste pour prolonger la discussion sur l'éducation des jeunes filles, dans les milieux ultra-orthodoxes, quelles étaient justement les possibilités pour les filles, en fait, d'étudier? Est-ce qu'elles allaient à ces cheder metuchal ou non? Voilà. Alors, concernant le YIVO, il est possible d'ailleurs que mes copanélistes et que les organisatrices en sachent plus que moi. Moi, je sais qu'il y a eu des collaborations entre lui et l'Institut à travers des photos qui ont été utilisées dans des revues du YIVO. Je pense que c'est une collaboration qui n'a pas duré longtemps après son départ de Vilnius. Donc ça a été plutôt ponctuel. On a dans l'ouvrage qui a été publié en Lituanie il y a 4 ans, qui est une reproduction de la rue juive à Vilnius, on a une photo de Moïver du bâtiment lui-même, du bâtiment du YIVO. Donc, je ne sais pas s'il l'a fait sur commande ou pas. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, en fait, je peux ajouter quelques éléments. Je pense qu'il y a toujours des choses à creuser. Mais en général, oui, il avait des contacts avec YIVO. Ils lui ont commandé à la fin des années 20 au moins un photomontage qu'on voit ici. Mais ce
qu'on sait, et ce sont des échanges. Oui, donc c'est celui-là de droite qui par Moïvert, est daté de 1929, et c'est vrai qu'il est très dans le style que Moïvert utilisait à cette époque-là. Mais on ne sait pas si le photomontage a été publié, plutôt pas, parce que dans les archives, il y a l'original du photocollage. Donc normalement, il n'a pas été transmis à Ivo. Par contre, pour les 10 ans de Ivo a fait une commande assez importante à Vorobejček. Ils lui ont demandé de faire des montages à partir des photographies qui n'ont pas été prises forcément par lui-même, pour une publication que Ivo comptait faire pour ce 10e anniversaire. Apparemment, l'ouvrage n'a pas été réalisé, et ces montages, on les trouve dans les archives de Ivo de New York. Nous avons connaissance de seulement 2 de ces montages, et c'est seulement en y allant et en essayant de fouiller dans des boîtes qu'on va pouvoir la chance peut-être de trouver d'autres, mais certainement il y en avait plus. Donc on sait qu'il faut envoyer des photos à Vorobejček, qui était à cette époque-là entre Varsovie et Tel Aviv. Voilà, donc il y a plusieurs cartes postales qui lui demandaient de renvoyer les photos parce qu'il les gardait trop longtemps. Hein. Donc il y a tout un truc d'échange. Et aussi, il y a après les échanges avec Ivo quand l'Institut a déjà été transporté à New York, donc pendant la période de la guerre, et juste après, il entretient des liens. Ce qui est aussi intéressant, c'est que probablement il connaissait Emanuel Ringenblum, qui d'ailleurs enseignait pendant 1 an ou 1 an et demi à Vilnius au lycée Epstein l'histoire. Mais c'était après la période que Vorobejček était l'étudiant de lycée Epstein. Mais Ringenblum, qui essayait de monter Ivo, et il y avait un accord qu'il monte l'antenne de Ivo à Varsovie, finalement ils se sont un peu brouillés. Mais comme Vorobejček, début des années 30, il était très présent à Varsovie, et aussi il collaborait et il exposait dans les associations juives littéraires dans lesquelles Ringenblum était actif. Il y avait des collaborations. Et juste à titre d'illustration, on peut voir là, sur la gauche, il y a une carte postale qui lui a été envoyée à Moshe Vorobejček par le Ivo. Donc, on voit son nom en écriture, soit en hébreu, soit en yiddish. Après, il y a l'adresse en yiddish, Dizengoff 180, Tel Aviv en hébreu. Et l'orthographe de Palestine, l'orthographe est polonaise. Donc je trouve que ça représentait énormément l'univers linguistique dans lequel Moshe Vorobejček a baigné, et peut-être d'autres juifs de cette époque. Alors à droite, il y a une carte postale qu'il a écrite lui-même en yiddish. J'ajoute juste que, par contre, Vorobejček n'a jamais eu de la part de Ivo une commande où on ne trouve pas de traces d'aller explorer, par exemple, la shtetl ou les milieux très traditionnalistes ou le folklore juif, ce qui ont fait d'autres photographes ethnographes. Donc dans ce type de commande, Vorobejček ne s'est pas engagé. Sur les filles. Sur les filles, en fait, je n'ai pas énormément d'informations. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur le Cheder Ametukan, mais je vais essayer de regarder à nouveau l'article sur lequel je me suis basée de Camille Kijek, et pour voir s'il en parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de publication der Yiddish Gas ? 1931. Merci. D'autres commentaires ou questions ? Sinon, on va finir cette session. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment pour vous, mais pour moi, c'était passionnant. Moi, je découvre cet univers, et pour moi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est
et croiser les regards, mais aussi les méthodes de recherche entre les chercheurs que moi je peux connaître un peu de Pologne et les chercheurs français et les chercheurs israéliens ou israélo-français. C'est fascinant, donc j'ai aussi hâte d'entendre les interventions de l'après-midi, notamment de Rona Sella qui est venue de loin. Je trouve que ce type de colloque international, c'est fascinant pour ces sujets qui sont tellement complexes et pour lesquels on n'a pas de réponse simple. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouve dans l'après-midi. On recommence à 14h ? À 14h30.